C'est après 2 ou 3 années passées à Caen, j'étais devenu ami avec Jean Combaco, professeur de droit international public, enfin, grand esprit. Et il me dit un jour qu'avec 3 autres, ils ont fait un contrat pour la rédaction chez Montchrétien d'un précis de droit international public. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un droit, mais tout seul, un précis de droit international privé. Et je suis allé voir le gérant et propriétaire, en fait, de Montchrétien, et des cours de droit, c'était rue Saint-Jacques. Et il m'a dit d'accord. D'accord, et donc je m'y suis mis. Mais alors il voulait que ce soit rapidement fait. J'avais 2 ans pour le faire. Bon, j'en ai mis 3, je crois, plus ou moins. Mais je n'étais pas pressé par les collègues. Là, je ne citerai pas de nom. Mais ce n'était pas bien vu par les collègues internationalistes. Je ne parle pas de Batifolle. Et donc, je me rappelle par exemple avec l'un d'eux que je croise dans l'escalier du Panthéon. Alors Maillère, il paraît, M. Poussier, le gérant, m'a dit que vous étiez en train de rédiger un précis de droit international privé. Je dis ben oui, effectivement. Mais vous savez, vous êtes encore très jeune. Oui, je sais bien. Et ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Je dis oui, mais je suis déjà en retard par rapport à ce que j'avais promis. Ne vous pressez pas. Et donc, voilà, j'ai senti que ça ne lui plaisait pas. Et puis, il y en a un autre, alors ça je l'ai su que bien après par son fils avec qui j'étais devenu ami, qui a détesté. Le bouquin même fini. Alors, il a pris connaissance, bien sûr, et ça ne lui a pas plu du tout. Mais son fils m'a dit, au moins 15 ans après, que 10 ans après la sortie du livre, son père lui en avait dit beaucoup de bien, et qu'en fait il s'était trompé. Voilà. Donc, bien. Voilà. Alors quelles étaient les grandes idées que vous vouliez faire passer dans ce précis? À l'époque, il y avait peu de manuels de droit international privé, même de traités. On avait relativement peu. Il y avait le Batifolle et Lagarde. Moi j'avais étudié dans le Batifolle seul, en tant qu'étudiant. Mais j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je ne suis pas sûr d'avoir eu des grandes idées. Et je n'ai pas trop recasé le thème de ma thèse, par exemple. Juste un tout petit peu, hein, à propos. Mais non, je m'étais fait, parce que j'ai enseigné la matière à Caen. Pas tout de suite, mais des idées que je m'étais faites sur chaque question. Voilà. Alors ça coïncidait souvent avec la doxa, et puis parfois pas. Et je ne peux pas dire quelle serait une grande idée qui animerait ce précis. J'ai donné plus d'importance au conflit de juridiction que ce n'était le cas dans le Batifolle et Lagarde, mais c'est parce que c'était devenu incontournable en réalité. Hein. Parce qu'au début, dans les premières éditions du Batifolle et Lagarde, le conflit de juridiction, c'était une petite partie. Puis après, ça a grossi. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait pas malgré tout cette approche conceptuelle de la matière dans votre précis que vous aviez déjà peut-être dans votre thèse? Mais aussi chez Batifolle. C'était très conceptuel. Le Batifolle et Lagarde est très conceptuel. Donc, non, j'étais dans la logique dans laquelle on abordait cette matière déjà, et même, je dirais, depuis toujours, en réalité. Depuis toujours. Et, dans sa confection, vous vous sentiez dans la continuité. Est-ce que dans sa réception, vous avez senti une manière d'être identifié à part, ou c'était dans la continuité du Batifolle et du Batifolle Lagarde? Je n'ai pas senti. Je n'ai pas senti ni que c'était dans la continuité. C'était un nouveau ouvrage sur la matière. C'était pas révolutionnaire. Ça allait pas contre.
Et on ne m'a pas dit non plus que c'était une pâle copie. Non, voilà, nouvel ouvrage. Et les critiques, enfin les recensions ont été positives, de la part de tous. Oui. Et en parallèle de la rédaction du précis, c'est là où vous commencez à publier vos premiers articles en droit international privé. Oui. Articles de doctrine, comme droit international privé, droit international public, donc de la notion de compétence. Oui, ce n'est pas mes premiers écrits hors thèse, mais les deux précédents, je crois qu'il y en avait eu deux, étaient des ouvrages, enfin c'était de commandes. Par exemple, une communication aux travaux du Comité français d'un droit international privé. Mais celui-là, effectivement, c'était sur une idée dont j'avais parlé avec Batifolle avant ma soutenance. Au milieu de là, enfin oui, probablement la deuxième moitié de ma rédaction, parce que une idée qui m'était venue, donc cette idée-là, de voir que la notion de compétence, pas du tout le même sens en droit international privé et en droit international public. Et je lui avais brièvement expliqué, et il m'avait dit, c'est intéressant, mais finissez d'abord votre thèse. Parce que moi, je voulais publier ça avant. Et ça, c'était un très bon conseil. Et le fait est qu'il m'a fallu, puisque ma thèse est de 71, et cet article, il est paru en 79. Et il m'a fallu énormément de temps, de réflexion pour l'écrire. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous défendiez dans cet article et ce que vous visiez à montrer? Oui. Ça part du fait que pendant très longtemps, l'approche du droit, ce n'était plus le cas quand j'ai fait mes études, mais l'approche du droit international privé était publiciste. C'est-à-dire le conflit de loi, c'est un conflit entre États, qui au départ n'était pas résolu par le droit international public parce qu'il n'existait pas, jusqu'au XIXe siècle, mais néanmoins déjà conçu comme un conflit entre États. Et donc les grands auteurs, par exemple d'Argentré, abordaient la matière de cette façon. Et quel est le pouvoir de commandement du souverain sur les individus? Alors il a son pouvoir de commandement sur ces sujets, ou il a un pouvoir de commandement sur son territoire, sur les biens notamment. Voilà, c'était l'approche. Je ne rentre pas ensuite dans les détails et les oppositions de doctrine, les personnalistes et les territorialistes, etc. Bon, et puis ensuite, quand le droit international public est arrivé, on a continué quand même à se poser des questions toujours en termes publicistes. Pillet étant l'exemple le plus frappant, mais aussi Niboyet. Et tout ça, c'est à cause c'est à la faveur d'une notion de compétence qui met sur le même plan la compétence d'un État et la compétence reconnue à une loi pour qu'on l'applique, ou à un tribunal pour qu'il statue. Et donc, c'est en 3 morceaux, trois numéros de la revue critique. Dans le premier numéro, ça analysait justement la notion de compétence, et que parler de compétence législative en droit international privé, c'est une mauvaise terminologie. Il ne s'agit pas de compétence, il s'agit d'applicabilité. Laquelle va-t-on appliquer? Et donc ce mot, en fait, ne devrait pas être employé en droit international privé. À la rigueur, pour la compétence des tribunaux, compétence internationale des tribunaux, mais de toute façon, même sur ce plan-là, ce n'est pas la même chose que la compétence au sens du droit international public, où on répartit entre les États de véritables compétences. Et après, dans les deux autres livraisons, consistait à me demander, mais dans quelle mesure quand même la compétence au sens du droit international public peut avoir une incidence sur la solution des problèmes de conflit de loi et de conflit de juridiction. C'était ça la chose.
Et est-ce qu'on peut dire que l'approche de manière générale que vous défendez dans vos premiers travaux, c'était cette approche, on va dire, privatiste du droit international privé, à l'inverse d'une approche Oui. publiciste Oui, il faut dire que j'ai étudié le droit international privé avec Batifolles et puis même tous les auteurs de l'époque. Tous maintenant avaient une approche privatiste. Donc j'étais dans la lignée. Mais elle me paraît toujours juste. Hein. Oui. Et aussi dans une dynamique de clarification conceptuelle et méthodologique des outils propres au raisonnement du droit international privé. Ou des travaux sur les sources et le droit international privé. Enfin, je ne sais pas en fait, comment vous situeriez les articles de cette époque sur les réactions de la doctrine à la création du droit par le juge en droit international. Alors, pardon, je vous interromps pour dire que celui-là est une de deux œuvres de commande. C'est parce que c'était le thème de la réunion de l'association Henri Capitan et que c'était le thème général. Et donc j'ai traité le sujet. Mais je n'avais pas d'idée particulièrement, je crois, là-dessus. Non, vous vouliez citer d'autres... je vous interrompais. Au même moment, il y avait les lois de police étrangères. Oui. C'était en 1981. 81, oui, 81. Oui. Là aussi, c'est peut-être une espèce de clarification de ce que sont les lois de police, qui sont déjà là depuis quelque temps, mais qui sont quand même un objet nouveau, relativement nouveau, et surtout les lois de police qui sont étrangères. Oui. Oui, parce que quand même, c'est Francescakis qui a... Probablement, il y a eu d'autres auteurs à l'étranger, mais pour nous, c'est Francescakis. Et je crois que c'est lui qui a fait l'œuvre la plus importante là-dessus. Mais il s'intéressait aux lois de police du fort. Et non pas qu'il ignorât qu'il y avait des lois de police étrangères, même susceptibles d'être appliquées en tant que telles, mais ça n'avait pas spécialement... Il ne s'était pas tellement intéressé à ça. Et donc, je me suis dit, qu'en est-il des lois de police étrangères ? Et donc, j'ai écrit cet article-là, voilà. Comment dire, simplement en m'interrogeant sur cette notion déjà introduite et clairement en fait, par Francescakis, et puis quels sont les intérêts. Voilà. Il y a beaucoup... je pense que dans la solution des problèmes de droit, et également droit international privé, la notion d'intérêt est essentielle. Hein. Quels sont les intérêts en jeu ? Et là, dans les lois de police, même les lois de police étrangères, les intérêts sont les intérêts de l'État étranger, et ils sont peut-être à prendre en considération quand ils entrent simplement en conflit avec la loi désignée par la règle de conflit de loi du fort. Et donc, j'étais assez ouvert à une application des lois de police étrangères. Et peut-être un peu le lien avec Francescakis, mais quel était votre rapport aussi à la connaissance des droits étrangers, la place d'autres manières de faire du droit international privé? Je n'ai jamais été très comparatiste, je dois l'avouer. Heureusement, j'ai suivi le cours de René David de droit comparé, donc ça m'a quand même ouvert un peu les idées, et notamment sur la common law et la différence entre common law et civil law, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement frappant et intéressant, mais je ne suis pas très comparatiste, mais je le suis devenu un peu plus par la suite, en devenant spécialiste de l'arbitrage. Parce que dans l'arbitrage, on rencontre la common law tout le temps, et donc on apprend des choses sur elle, et c'est toujours très intéressant et éclairant. Voilà, donc je serais peut-être un peu comparatiste en tant que la comparaison entre civil law et common law. Mais alors on peut parler justement de votre découverte de l'arbitrage international, à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire les années 80, le début des années 80. Je crois que mon premier arbitrage devait être en 83, oui. Et alors comment est-ce que vous
vous découvrez cette pratique, parce que dans les premiers articles, dans mon souvenir, vous n'en parlez pas. Non. Et comment cette pratique, vous la découvrez? Alors, c'est grâce à une copine de fac. Voilà. J'avais eu ma voisine dans les travaux dirigés en 3e et 4e année était une étudiante yougoslave dont le père était avocat en Yougoslavie. Et un jour, il a eu un traité, enfin il en avait peut-être eu d'autres avant, je ne sais, je crois pas, non. Son premier arbitrage comme avocat, et donc c'était pour une société publique, en fait, qui était située en Bosnie, mais yougoslave, et contre une société canadienne, à propos d'une usine chimique que les Canadiens n'ont pas construite, elle a été construite, disons, sur les plans des Canadiens, et une usine de chlore qui fuyait partout, les ouvertures qui n'auraient pas dû exister. Et donc voilà, c'était l'objet de l'arbitrage, et il ne savait pas qui désigner comme arbitre. Alors il a demandé à sa fille, qui avait fait ses études, parce que le siège était à Paris, avait fait ses études à Paris. Et elle lui a dit, pourquoi tu ne nommes pas mon ami Pierre Maillère? Et alors il m'a nommé. Voilà. Et donc c'était mon premier arbitrage, et alors c'est très intéressant, je veux dire, la fonction. En plus, c'est peut-être un peu intime ce que je vais dire là, mais tant pis, ma mère m'a toujours appelé le petit juge. C'est-à-dire que le métier d'avocat, parce que j'étais aussi au barreau en parallèle à mes premières années de prof, le métier d'avocat ne me convenait pas, parce que le fait de devoir défendre une thèse, et notamment un raisonnement que je croyais faux, et une thèse non fondée, ça me dérangeait énormément. J'aime rechercher la vérité. Et dans le monde de l'arbitrage, la justice. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu de faire le juge. Et voilà. Après, ça s'est passé de façon extrêmement bizarre, parce que le président, je ne citerai pas son nom, c'était un Suédois très intelligent, mais absolument pas fait pour présider un tribunal arbitral. Et donc là, j'ai appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et on a eu des audiences interminables de plusieurs semaines, plusieurs audiences de plusieurs semaines, où on n'avançait même pas, et où finalement les parties ont transigé. Voilà. Mais ça m'a appris des choses. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et c'est à ce moment-là que vous rentrez aussi chez Couder Brothers, chez Couder Frères? Oui, c'est-à-dire que, alors, ça s'est fait en 2 temps. Sauveur Weiss, donc celui qui m'avait incité à présenter l'agrégation, s'était installé comme avocat et très vite était devenu très prospère, aussi grâce à son ami, avec lequel j'ai été aussi assez ami, Géraud de la Pradelle. Oui, donc Sauveur Weiss m'a proposé de venir collaborer avec lui. Je ne pouvais pas tant que j'étais à Caen, mais dès que j'ai pu quitter Caen, pour être nommé à Nanterre, j'ai collaboré avec lui, et lui, il avait des affaires d'arbitrage sous l'angle demander l'annulation d'une sentence, ou au contraire défendre l'annulation d'une sentence, ou demander l'exéquatur aussi. Et par là, il était le correspondant du cabinet Couder, qui n'était pas loin en plus, avenue des Champs-Élysées, tandis que lui était avenue Montaigne, en haut de l'avenue Montaigne, donc très près. Par là, oui, donc il avait ses affaires par le cabinet Couder, qui avait obtenu une sentence, et après, ou au contraire, était débouté dans un arbitrage, et ça passait du côté judiciaire, et donc Sauveur Weiss. Donc comme cela, j'ai connu des gens de Couder, et un jour, après ce qui a été ma première intervention doctrinale en matière d'arbitrage, dans un colloque, le numéro 1 de l'arbitrage chez Couder, Laurie Craig, m'a entendu dans cette intervention orale, et m'a dit
vous devriez venir chez nous. Et comme je me suis fâché à ce moment-là avec Weiss, j'ai quitté Weiss pour... Mais je ne me suis pas fâché pour ça. Mais il se trouve que je me suis fâché avec lui. Et donc, je l'ai quitté et je suis entré chez Couder, comme consultant.